Radio. Radio Pirate. Radio Pirate. Priez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. On va avoir deux parties avec Joe aujourd'hui parce que Mr. White est dans le trouble, donc on va donner un coup de main à Mr. White. On va essayer de pas trop s'emballer parce que des fois on fait un 50 minutes sans s'en rendre compte, donc on va essayer de faire ça en deux. Joe, t'es salué. Beaucoup de choses, beaucoup d'affaires à jaser, tabarnache, c'est l'enfer. Hey, je commence avec... on a des sujets, là, on a pas mal de sujets locaux à jaser, mais c'est assez clair que... En fait, c'est assez clair. Ma question est mal commencée. C'est quand même bizarre que toute l'histoire des tarifs, qui ne tiendra pas la route longtemps, là, on s'entend là, que toutes les industries sont en train de filer ça. Puis d'après moi, le téléphone de M. Lutnick doit sonner pas mal. Mais c'est quand même bizarre de voir que le candidat / PM du Canada fait les deux jobs. Donc, candidat, élection, puis en même temps, il est PM. Il a pris 3 jours sur 8-9 jours. Il nous dit qu'il gère la patente des tarifs, mais que personne de son équipe a statué d'une rencontre officielle avec Trump s'il arrive, mettons qu'il y a une victoire, ou encore avec des hauts fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec l'élection. Parce que c'est ce que les pays ailleurs font. On parle de peu près entre 150 et 170 pays qui ont une entente avec les États-Unis pour soit qu'il y a du monde dans l'avion, chambre d'hôtel, salle de réservé, on fait des meetings, on règle les tarifs au plus sacrement, on veut régler, incluant l'Union européenne, ce qu'on a su cette nuit. Et les deux seuls pays qui n'ont pas de ça à l'agenda, ça, c'est la deuxième affaire qui arrive de même en une semaine, Canada, Chine. Je comprends pas la patente. Il y en a qui vont dire « Ah ouais, mais c'est l'élection. » Non, l'élection, il est arrêté il y a encore 2 jours pour une journée de temps pour travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, sérieusement? À part de servir la cause, je veux dire, c'est quand même assez dangereux là, comme précédent, non? Oui, c'est un affront direct au processus électoral. Puis rappelons que le chef, le PM actuel non élu, a été installé suite à une course à la chefferie qui a été tenue pendant que le Parlement était prorogé par un parti minoritaire. Donc, toute cette suite d'événements-là est une farce, complètement. Et le Parti libéral, actuellement, avec M. Carney, ils ont un intérêt entranché de littéralement saboter les négociations pour que ça donne, pour pas que ça avance. En fait, faut pas que ça se règle. Parce que c'est clairement l'enjeu, ce qu'on voit. C'est clairement l'enjeu selon ce qu'on lit dans l'actualité, les sondages en général. Donc, ils ont un intérêt entranché à ce que la crise perdure, voire escalade. Et lui, il a un avantage. Tu sais, les dés sont pipés en faveur de Carney parce que eux, ils ont l'information avant, parce que c'est eux, en coulisses, je veux dire, le ministère des Finances parle avec le département du commerce américain. Il y a des fonctionnaires qui se parlent. Je veux dire, l'État fonctionne encore, là. Donc, s'il y a une annonce de tarifs additionnels faite par les Américains, ben probablement que les fonctionnaires canadiens, les négociateurs, entre guillemets, le savent en premier. Donc, il y a la campagne libérale peut se préparer d'avance à ça. Donc, il y a un énorme problème de représentativité puis de démocratie là-dedans. Là. Ça, c'est clair. Là. Mais c'est le sujet, comme tu dis. On en parlait en dehors de tantôt. Il y a plein de belles annonces pour Pierre Poilievre. Il y a une campagne qui est quand même, somme toute, clean, puis toutes les annonces sont bonnes. Sur un paquet de sujets qui sont des affaires. Oh oui, OK, parfait, je vais vous parler de ça, on va faire ci, on va faire ça. Tu dis, oh oui, c'est logique. Sauf que c'est pas le sujet. Malheureusement, pour ceux qui veulent avoir une élection normale avec 30 sujets exposés, un par jour pendant 30 jours, puis que là, on débat de ce sujet-là pendant 24 heures, c'est pas ça. Les gens, ils ont une seule chose en tête, c'est l'histoire de Trump, les Trumpistes, on entend toujours les mêmes affaires, là. Et ça, c'est les vieilles campagnes, là. C'est ça prend une annonce par jour. Non, ça prend pas une annonce par jour sur des sujets. OK, on comprend, là, tout le contexte de les peines bonbons, tout ça, mais je veux dire, on comprend les libéraux il y a eu un laxisme là-dessus. La criminalité a remonté après une baisse pré-libérale de 2015. La criminalité a remonté à peu près partout au Canada. Oui, c'est un enjeu, mais c'est pas l'enjeu de l'élection. Tu devrais pas parler de ça. Tu parles à tous les jours de l'héritage des libéraux. Tu parles à tous les jours. Là, j'ai aimé, là, dans les derniers, depuis, tout le monde en parle, mais je pense qu'il en a parlé un petit peu avant.
tu as remarqué qu'il a changé sa ligne sur Trump. Il dit, on ne peut pas contrôler le président Trump. Et c'est un facteur qu'on ne contrôle pas. Par contre, on peut contrôler les enjeux nationaux, les enjeux locaux, comme développer les infrastructures de transport d'énergie, c'est les taxes, favoriser la construction avec de la réglementation municipale, mettre la pression sur les villes pour qu'ils bâtissent. Donc, la plupart des problèmes qui affligent le Canada à l'heure actuelle, on a un levier là-dessus avec nos propres politiques publiques. Trump, on peut pas le contrôler. Donc, ça sort. Faut que tu sortes de la prémisse que Trump est le focus de l'élection dans lequel les libéraux t'ont mis. Faut pas que tu acceptes la prémisse de ce débat-là et que tu settes toi-même les paramètres de la campagne, qui sont l'héritage désastreux des 10 ans, là, de la décennie de Trudeau, qui place le Canada là, en queue de peloton des pays industrialisés. Parce que c'est clair, tu sais, on entend, je pense que c'est la vidéo que tout le monde a vue en fin de semaine, là. Je vais le faire entendre, ça dure 15 secondes. Là. Je vais pas donner de chance à Poirier. J'ai une tendance pour aller côté libéral encore. Je pense que je vais prendre du côté de M. Chaunet. Carnet. Moi, je vais avec libéral. Pour quelle raison? Écoute, c'est la stabilité. Stabilité, c'est plus par rapport à Trump. Le Bloc, parce que c'est québécois. Donc, et je fais suite à des gens qui m'ont écrit au cours du week-end, des gens qui m'ont raconté un peu ce qui se passe à l'épicerie, ce qui se passe dans leur famille. C'est de ça que le monde parle, OK? Donc, il faut rester focus là-dessus. Les gens, ce qu'ils pensent, c'est que quand ils arrivent à l'épicerie puis qu'ils voient le mot thé à côté de, mettons, un café Starbucks, eux autres, ils disent « Ah, jette-le pas, ça, c'est le tarif à Trump. » OK? T pour tarif et T pour Trump. Alors que c'est le tarif de Carney. Charney, appelez-les comme vous voulez. C'est le tarif de Carney. Moi, je pense que Pierre doit absolument, à tous les jours, parce que ça, c'est pas clair dans la tête du monde, là, c'est évident. Dans un souper en fin de semaine, il y a eu un souper de 3 couples, et ça s'est pogné, parce qu'il y a un couple de pirates qui disait aux 2 autres couples, « Oui, mais les tarifs que nous payons, que vous nous dites, c'est pas les tarifs de Trump, c'est les tarifs de nous-mêmes à nous. » Et là, on sait bien, si ton Trump, il fait pas de merde, là, ça la chicane pogne parce qu'ils comprennent pas. Donc, il y a une éducation à faire. Et ça, c'est juste le pète et répète qui peut arranger ça. Je sais que c'est plate là, de jouer toujours la même toune, de jouer le même 45 tours, mais à un moment donné, c'est lui le cœur de la patente. Il faut qu'il mette ça dans la cour. La vie coûte cher, non pas à cause de Trump, mais à cause des libéraux et de Charney. OK? That's it, c'est juste ça. Ouais, c'est sur la question des tarifs, des contre-tarifs, il aurait fallu qu'ils crèvent l'abcès dès le début, là, puis de pas embarquer dans cette guerre d'enchères. Ils ont choisi l'autre côté, c'est-à-dire avec probablement des focus groups de boomers, OK, bon, l'enjeu, on ne peut pas se permettre de pas répliquer à Trump, donc on l'a vu, c'était quoi et ils ont probablement réalisé qu'ils gagnaient pas sur cette course-là, donc maintenant ils ont arrêté d'en parler, mais j'imagine mal qu'ils vont aller complètement de l'autre côté en expliquant, en faisant de la pédagogie, que les contre-tarifs... D'ailleurs, ce que dit littéralement la campagne publicitaire des libéraux du gouvernement canadien aux États-Unis, que les tarifs américains sont un coût que payent les consommateurs américains. Donc, pourquoi ça serait différent au Canada? C'est exactement la même affaire. Mais ça, il aurait fallu... Tu peux pas revirer en milieu de campagne. Je pense que la meilleure chose qui arrive, là, c'est qu'ils arrêtent d'en parler. Aussi, Trump, le fait que la crise, elle est plus mondiale, sur des industries spécifiques. Tu as vu, là, maintenant, c'est l'industrie pharmaceutique, etc. Donc, c'est plus vraiment des pays. Il a arrêté de cibler le Canada puis le Mexique, donc on était un peu épargnés. Si ça reste comme ça, puis la tendance actuelle, les libéraux ont l'air d'avoir piqué puis même voir descendre. Il y a quand même une coupe de scandale, il y a de la misère à répondre. Parce que là, il y a l'histoire des autos qui sera enlevée, là. Parce qu'on le sait, là, je veux dire, l'industrie automobile va être paralysée si ça continue, cette histoire-là. Donc là, il annoncerait la fin de l'histoire des autos Canada, États-Unis, Mexique, pour que l'industrie soit capable. Parce que là, le téléphone doit sonner, Jeff. Le téléphone doit sonner à la Maison-Blanche, doit être hallucinant. Là. Voyons, imagine le président de Ford, la présidente de GM, etc. Je veux dire, ça doit être les avions, les compagnies d'aviation, tous les constructeurs. Monsieur Legault avec son industrie de l'armement et aéronautique au Québec, c'est pratiquement Pratt & Whitney, c'est américain, etc. Donc, ça n'a aucun sens. Là, d'ailleurs, la guerre commerciale, ça finit toujours par des tarifs qui sont enlevés. Là. C'est une question de temps. On sait juste pas combien de dommages et combien de temps ça va durer, combien que ça va nous coûter au final, mais ça finit toujours comme ça.
il faut que double la mise. Puis moi, je pense que Poilievre doit faire un appel aux plus jeunes d'aller voter. C'est avec eux autres qui vont gagner. T'as vu les sondages, les 18-24, c'est conservateurs, les 26-44, je suis quasiment 50-50, mais moi, je pense que c'est plus jeune encore. C'est avec ceux-là que tu dois gagner. Puis ces jeunes-là doivent parler à leurs parents, puis à leurs grands-parents, etc., qui votent conservateurs aussi. Tu vas gagner avec des conservateurs non traditionnels, fait qu'arrête de nous faire chier, de nous endormir avec des annonces sur les guns, il n'y a pas eu d'annonce sur les guns, mais tu sais, les annonces conservatrices traditionnelles, que finalement, ça convertit aucun vote sur « Ah, OK, la criminalité, fine ». Tout le monde sait que c'est une situation, mais au final, c'est pas le focus de l'enjeu, c'est pas le focus de la campagne actuelle. La question de l'urne devrait être, est-ce que les libéraux qui ont détruit le Canada tel qu'on le connaît depuis une décennie méritent d'être réélus avec un changement de chef là, essentiellement cosmétique là, depuis le début de l'année. Si la vie est difficile au Canada, si tu te sens plus pauvre que tu te sentais avant, faut que tu fasses le lien avec les libéraux. Puis ce lien-là, il n'est pas fait encore. Mais et plus que ça, Jerry, c'est l'idéologie des libéraux qui est aussi dans les villes, qui est aussi dans les provinces. Tu sais, une bonne partie des grandes idéologies, des grandes orientations de la CAQ étaient directement héritées des libéraux. Là. Le gouvernement de Legault a profité des largesses de Justin Trudeau dans des dossiers comme Nordvolt. Rappelle-toi, pendant la pandémie, une bonne partie des subventions aux entreprises étaient au Canada. Une bonne partie des dépenses COVID sont au Québec, Donc, toute cette idéologie dépensière sans conséquence de s'endetter, ça le fait. Il y a eu des conséquences dans les provinces et les villes. Regardez les grandes villes dirigées par des maires communistes comme Marchand et Plante. C'est directement, ça leur ruisselé de la décennie libérale, ça. C'est ça le constat. Si vous faites pas ce constat-là, je veux dire, le Canada, c'est pas un pays sérieux, là. Votre dollar canadien s'en va à 40 cents, s'en va en 30 cents. Carney est réélu majoritaire, continue la guerre pour le net zero contre l'exploitation des ressources naturelles. L'Alberta, l'appui à la souveraineté monte à 40-45%, risque de référendum, le dollar se ramasse à 30 cents, il y a un risque de fractionnement du Canada. C'est drôle parce que les souverainistes québécois, vous allez être à la remorque de ce processus-là. Donc, vous ne seriez plus les premiers à quitter le Canada, alors que l'Alberta va le faire selon ses propres conditions. Ça va être drôle en esti en passant. D'ailleurs, tu as vu Lisée qui commence à lever le flag là-dessus. Lui, il a compris que c'était quoi que ça impliquait, que l'Alberta se sépare en premier. C'est absolument fascinant, honnêtement, de voir qu'on a une génération complète de boomers là, qui, soi-disant, ont été élevés dans des conditions difficiles de « Ah, il n'y avait pas d'emploi au début de notre carrière, les taux d'intérêt étaient à 18%. » Là, ils se font berner par un gouvernement communiste pendant 10 ans, puis il n'y a personne qui veut sanctionner ce gouvernement-là. Là. Ouais, non, ce parti-là, c'est complètement débile. On n'est pas un pays sérieux. Une des choses que on a parlé déjà, puis moi, c'est parce que alentour de moi, là, écoute-moi, la joke, l'inside joke de ma blonde, c'est « Oh, ça y est, on vient de trouver un autre qui va voter Carney. » Pour les gens autour de nous, des gens proches, soit des amis, soit des gens de la famille, etc., donc, il y a vraiment le Québec et l'Ontario, OK, mais le Québec est vraiment la place qui a switché pas à peu près. C'est là où l'impact est le plus gros. L'Ontario, deuxième, facile. Le Québec, c'est incroyable, OK? Et je sens pas encore... Tu sais, le seul moyen de se sauver, on dirait que c'est que ces gens-là retournent au Bloc québécois. Mais je sens pas de... L'organisation, ils sont juste 12 députés. Je connais pas vraiment beaucoup d'autres candidats vedettes qui ont réussi à recruter. Je vois pas ben tu sais, je sens pas... L'heure est grave. Faut doubler la mise. On va... Tu sais, on fait un pari. Ben Christophe, on double le pari. Ah ouais, on écrase la patente, puis on y va. Go, 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 go! Je sens rien de ça, là. Je sens une gang qui a l'air juste correct que les 12 soient réélus. Ça, j'ai un problème avec ça. Qui est derrière tout ça, là? Si les Québécois seraient aussi critiques du Canadien quand ils devraient gagner des matchs faciles contre des équipes de fond de classement pour se qualifier en série, s'ils étaient aussi sévères envers ceux qui gèrent les campagnes au Québec, notamment, avec un caucus de momies. Moi, le caucus des conservateurs du Québec, ça me représente pas. Ça représente pas, je pense, les jeunes générations
qu'on a vu dans les sondages qui appuient le discours de Poilievre. Il appuie pas, je pense, la coalition assez large qui a fait en sorte que Poilievre est passé de 30 quelques à presque 50% dans la dernière année et demie. Moi, je pense qu'il y a un intérêt entranché de ces députés-là dans un contexte où il y avait un mandat fortement majoritaire des conservateurs de ne pas avoir d'élus pour être automatiquement ministre. Il faut comprendre la dynamique électorale et politique là-dedans, de protéger ses arrières, de pas avoir de compétition. Donc, il va y avoir un énorme post-mortem à faire là-dessus. Là, ce qu'on apprend dans les dernières semaines, dans les derniers jours, c'est qu'il y a un genre d'implication de la CAQ en arrière-plan avec des conseillers proches de ministres comme Jolin Barrette. C'est quoi cette affaire-là? Moi, j'ai jamais voté pour ça, là. Moi, j'aurais jamais donné une calice de scène si je savais que j'avais des spineux de la CAQ dans cette campagne-là. C'est complètement le contraire de... Moi, la CAQ, c'est actuellement, c'est le cancer qui ronge le Québec. Comme je le disais, c'est le gros gouvernement du PQ, puis c'est la corruption du PLQ. Le seul héritage politique de la CAQ, là, ça va disparaître comme c'est arrivé en passant, là. Le seul héritage politique de la CAQ, ça va être la dette. Donc, moi, comme conservateur, vous dire, je suis un conservateur de nouvelle vague, I don't give a shit. Je suis aucunement représenté par cette idéologie-là. Je suis aucunement représenté par le caucus de momies actuellement au Québec. Moi, ce que je veux, c'est des candidats qui venaient de grassroots. Je veux des investitures d'un comté, puis que le meilleur gagne, que le monde vende des cartes, que des candidats comme Marie-Josée Ely, comme Marie-Josée Ely, qui faisait campagne assez frais pendant à peu près 1 an, se fasse tasser alors qu'elle avait des chances dans Montmorency. Il y a d'autres qu'on a entendus. Je pense Mme Harel, là, qu'on aurait supposément tasser, Poulain dans la Beauce. Du monde qui ont des organisations, du monde qui ont des supporters, qui ont des bénévoles. Là, on se ramasse, by the way, qu'il n'y ait pas de candidat dans Québec-Centre, c'est un scandale. Oui. C'est contre un ministre dans le centre du cœur conservateur de l'Est du Canada, c'est la région de Québec, OK? Oui. Qu'il n'y ait pas de candidat là. Il y a des têtes qui devraient rouler de la campagne conservatrice au Québec. Pourquoi qu'il n'y a pas des têtes sur des pics à l'extérieur du bureau de campagne des conservateurs au Québec? C'est un très mauvais signal. Même moi, je suis en crise, je suis un donateur, je suis un voteur à base conservateur. Je suis fâché de ça. Il devrait y avoir des têtes qui roulent dans cette campagne-là. Puis, mais on dit pas ça pendant la campagne. Ben, on va le dire quand ça va être fini? Voyons donc. Centrer cette campagne-là, aller chercher à la base, aller chercher les jeunes, parler de ce qui touche au monde, c'est-à-dire l'héritage désastreux des libéraux pendant 10 ans, ce qui fait en sorte que il y a de l'inflation, ce qui fait en sorte que vous n'avez pas accès au logement. Et en passant, c'est des idéologies et c'est des dérapages moraux, qui sont largement partagés par le gouvernement de la CAQ. Moi, je veux zéro m'associer à ce gouvernement-là et avec quiconque qui a travaillé dans ces cabinets-là. Zéro. On veut zéro avec cette gang-là. Jamais. Zéro. Mais c'est le pari bizarre qu'ils ont fait. Puis on sent que cette gang-là derrière, c'est indirectement, on sent que cette gang-là qui mène la campagne conservatrice au Québec, qui sont liés à la CAQ, ont tout fait pour éliminer le PCQ. C'est un peu ce que j'ai parlé avec Éric il y a peut-être 2 semaines, j'ai mangé avec Éric. Et j'ai dit, non, ils t'ont ghosté, je vois le vert. Ils t'ont ghosté carrément. Là. Ils ont ghosté toute l'organisation. Excellent constat là, Dom Moret, je pense que c'est avant-hier, là, sur fait un long topo là-dessus. Puis je pense que le big picture, faut que tu regardes c'est quoi toujours le endgame. Puis ça semble être la bataille provinciale qui s'en vient. Tu veux pas donner de swing à des candidats qui, même à la limite, des candidats qui seraient pas élus, ou qui ferait bien, mais ces gens-là restent avec un réseau, restent avec des bénévoles, restent avec des membres, etc. Donc, il semble y avoir une volonté de ne pas donner de chance au PCQ. Moi, je pense que c'est une erreur. Moi, je pense que, by the way, en passant, regardez d'ailleurs, c'est un sondage que Moret a cité dans les 2 derniers jours. Dans la région de Québec, OK? Dans la région de Québec, là, vous voulez parler de la CAQ? On va parler de la CAQ. Dans la région de Québec, là, la CAQ est en arrière de 10 points. D'une égalité PCQ-PQ. Moi, je pense que le PQ est trop élevé, mais bref, moi, je pense que le PCQ domine dans la région de Québec largement. Je pense que c'est 30-25 peut-être. Et les électeurs de la CAQ dans la région de Québec, en majorité, 56% voteraient pour Mark Carney l'élection à venir. 25% seulement des caquistes dans la région de Québec voteraient pour Poilievre. Les électeurs du PCQ, qui mènent dans la région de Québec, en passant, c'est 78%. C'est une très large majorité de ces électeurs-là qui votent pour Poilievre. Donc, comment tu peux te mettre à dos ces électeurs-là, puis ces organisations-là, puis ces candidats qui mènent dans la région, qui ont des organisations, puis qui ont déjà même peut-être fait des campagnes, puis au final, tu te ramasses avec des sièges libres dans un comté comme Québec-Centre. Je le dis, je le répète, ça prend des têtes qui roulent. Genre, right now! Parce que c'est quand même des erreurs assez, somme toute, basiques, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas une surprise pour moi le sondage que tu viens de me donner là. Je comprends qu'il y a des gens qui ont voulu le faire pour essayer de prouver un point.
Mais je veux dire, j'aurais pas eu besoin. Mettons que. Je comprends que Poilievre, dans une journée, il gère plein d'affaires, là. Mais il n'y a pas une dame qui est là, qui est avec Harper, puis qui gère toutes ces affaires-là à Ottawa ou à Toronto, qui aurait dû être capable de saisir ça. Voyons, on se colle avec la gang de là. C'est d'enfer. C'est. Il y a eu, je pense que le PQ, PCQ, c'est essentiellement le même nombre de votes. Puis PLQ aussi, là. C'est pas un parti marginal qui est à 2%, là. C'est littéralement, genre, tu regardes à l'heure actuelle, il pourrait avoir peut-être 9, 10, 15 sièges. Mettons que le centre du Québec tourne, puis tu as une bataille à 3 ou à 4, mettons que les libéraux remontent un peu, tu peux avoir 15 sièges. La CAQ va être potentiellement rayée de la carte, là, guys. Là. Dans la région, ça, un autre chiffre drôle. 40%, Jeff, des voteurs du PQ dans la région de Québec votent pour Carney. C'est quand même drôle, hein? C'est quand même drôle. D'ailleurs, c'est drôle que la moitié des appuis du Bloc d'avant sont rendus avec le Parti libéral. Donc, quand on parlait du Bloc libéral, c'était littéralement vrai. Donc, les gens, vous avez eu l'opportunité de faire tomber ce gouvernement-là. Puis il y a une énorme leçon politique là-dedans électorale. Pour les partis d'opposition comme le NPD puis le Bloc, vous avez aucun intérêt de soutenir un gouvernement en poste en pensant que ça va s'améliorer. Vous vous ramassez pire qu'avant. Le Bloc serait en meilleure position s'il avait fait tomber les libéraux. Puis il y aurait plus de sièges au Québec. Puis le NPD aurait eu, moi je le dis depuis le début, Singh, c'est vraiment genre, c'est le pire. Il y aurait des chances d'être deuxième. Singh devait doubler la mise en larguant les libéraux en disant, non, on va pas supporter une espèce de banquier ils se sont brûlés, ça. Non, tu deviens genre l'alternative de gauche au Canada en disant, nous, on va s'opposer aux conservateurs, on va devenir l'opposition officielle. Voilà. Gens-là... Bullrich est dans le trouble. Bullrich est dans le trouble là, dans son comté. Là. Ben oui. Ils ont fait un reportage sur lui pour essayer de le pomper parce que c'est l'ami de la gang. Oui. Mais quand tu passes le micro dans la rue, là, ça s'en va libéral, là, la gang. Là. La gang de NPD vont voter libéral. Je votais Bloc avant. Là, j'ai voté Orange. Ça, c'est très drôle. Là. C'est très drôle. Que le monde passe du Bloc au Parti libéral, là, sérieux, si vous n'êtes pas du monde, si vous êtes pas un peuple sérieux, là, si vous êtes capable de passer... Il n'y a pas plus grande contradiction que ça dans votre vie, là. C'est la plus grande contradiction de votre existence. Là. Vous devriez pas dormir la nuit, là. Vous devriez pas dormir la nuit si vous faites ça, là. Ouais, mais toi puis moi, tu sais qu'on est une place dangereuse. Moi, je ne devrais pas de le dire. On est dangereux avec des bulletins de vote pour vrai, là. C'est une phrase que j'utilise depuis au moins 5-10 ans. C'est facile. On est dangereux. Tu sais, la démocratie, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, mais... Ça dépend qui est dans la démocratie, là. Je veux dire, regarde la qualité du monde qui vote. C'est des estis de virevents, c'est des gens qui ont aucune réflexion. On est dans le primitif à mort, émotion pure, zéro réflexion en haut. Qu'est-ce que tu veux bâtir avec ça? Tu peux pas rien. Regarde objectivement. Où on est biaisé, tu vois, on est conservateur, on veut des politiques de droite, mais tu regardes selon les paramètres historiques des, mettons, 100 dernières années, la politique moderne. C'est un parti qui a, selon toute vraisemblance, détruit le Canada tel qu'on le connaît. C'est un des derniers pays industrialisés en termes de croissance économique. Dans les villes, la criminalité qui augmente, accès au logement, etc. Je veux dire, tous les métriques sont désastreux. Il est là pendant 10 ans. De l'autre côté, t'as un chef avec un chef, je veux dire, le contexte qui met le chef actuel, qui est premier ministre non élu, un parlement porogé avec un gouvernement minoritaire, un stratagème pour faire une course à la chefferie, à la hâte. Il installe un chef peu charismatique, genre de cinquantaine, presque soixantaine. Je pense qu'il est quel âge, ce bonhomme-là? Soixantaine-ish? Bref. Ouais, d'après moi, il a mon âge. 57. Puis de l'autre côté, t'as un chef dans la quarantaine, belle petite famille, built out of nowhere. Là, il en a parlé, je pense, de ses origines versus, on le compare à Donald Trump. C'est quand même quelqu'un qui a été adopté, qui a été élevé dans un contexte relativement modeste par 2 professeurs. Et une certaine alternance aussi des partis au Canada. Quand il y en a un qui fait plus à job, là, on vote pour l'autre. Donc, tu regardes ça de manière purement objective. Tu dis, oui, on est biaisé, mais il n'y a aucune raison que les libéraux soient réélus. Là. Voyons donc, il n'y a aucune raison logique qu'on réélise ces gens-là. C'est pas sérieux. Là. Dans n'importe quelle démocratie dans le monde, ça n'arriverait pas, cette affaire-là. Là. On comprend qu'il y a une crise momentanée avec l'histoire de Trump, mais je veux dire à quel point ça peut durer plus de 40 jours, puis que vous ayez le jugement tellement faussé
que tout ça, ça prend le bord. Tous les facteurs que je viens d'énumérer, ça prend le bord. Là, c'est pas sérieux. Là. Je veux dire, on mérite d'être anéanti comme pays, là, si ça arrive. C'est sûr. On fait juste une pause vite, on revient avec les autres sujets parce que je veux c'est niaiseux, mais le hockey et la politique, il y a quand même un lien, il y a un lien à faire. Là. Il y a un lien à faire. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Radio Pirate. Making history again. Joe, pour la partie numéro 2, juste avant qu'on parle de hockey, puis encore une fois, de genre de bipolarité incroyable dans le peuple québécois. Pour un gars, il ne faut pas oublier qu'en 2022, on voulait. En tout cas, au Québec, on avait soulevé régulièrement qu'on avait un problème à voir les joueurs russes qui étaient en guerre à ce moment-là, le début de la guerre contre l'Ukraine. On avait un problème moral avec les joueurs russes de la NHL. Il y a toujours la guerre en Ukraine. Les petits drapeaux jaunes-bleus ont disparu. Et là, maintenant, on est full pro-russe. C'est quand même spécial, là. Un pivot, encore une fois, du jour au lendemain. Là, Écoute, si les Québécois portaient autant attention aux politiques publiques qu'à l'alignement du Canadien, on aurait probablement une sonde sur Mars. Là. Le Québec serait indépendant et aurait une sonde sur Mars. Là. Ça serait à ce point-là, honnêtement. Là. Écoute, c'est surréaliste. Je veux dire, comme quand je dis on est une place pas sérieuse. Ouais, là, tu vas dire, tu bâches le Canadien. Non, je veux dire, c'est pas sérieux de faire un tel pivot alors qu'il n'y a pas si longtemps. Ces gens-là devaient être littéralement expulsés des ligues. Écoute, il n'y a même pas 24 heures après le record de Ovechkin, où on a des chroniqueurs subventionnés de la presse qui sont à peu près une délégation d'à peu près, je ne sais pas, 5-6 journalistes qui vont au Centre Bell sur le bras. Il y en a un là-dedans qui remettait en question le record de Ovechkin, à savoir que, tu sais, vous savez, il soutient Poutine. Puis là, c'est le même après ça qui applaudit puis qui pop le champagne avec l'arrivée de Demidov. Qui est un joueur je veux dire, qui arrive littéralement de la KHL. Je ne sais pas de où il vient en Russie, mais c'est un Russe. Ils ont à peu près tout le même portrait. En passant, les joueurs russes, les Russes sont pas mal tous pareils. Là. Les filles russes sont pas mal toutes pareilles. C'est tout le monde qui a à peu près tout le même background. Il n'y a pas un peuple plus homogène que ça dans le monde. Oui, c'est du monde qui à peu près partage les mêmes idées, sont très orthodoxes. T'as vu le souper chez Ovechkin? Là? Non, chez Malkin. Ah, chez Malkin. Une Ouais. espèce de place beige, ça, c'est purement russe. Là, oui. Il n'y a pas plus russe que cette photo-là. Là. Ils sont tous pareils, ils sont tous beige. Il n'a pas trouvé la maison de même, il l'a rendue de même. Parce qu'il voulait sentir chez eux à Pittsburgh, il voulait sentir en Russie à Pittsburgh. C'est très russe comme maison. Là. C'est très conservateur. C'est du monde très conservateur dans le sens classique du terme en passant. Fait que tu l'expliquais souvent, il y a un soutien à Poutine qui est... je pense qu'il dépasse la propagande. Là. Je veux dire, c'est un leader autoritaire, oui, mais avec une certaine popularité dans son pays qu'on a de la misère à comprendre. Puis je pense pas que c'est notre rôle de se mettre dans leurs souliers et d'essayer de changer ça. Je te dis, c'est leur peuple. C'est pas leur... Exactement. Donc, qu'il y ait des leaders, qu'il y ait des sportifs qui étaient pro-Poutine à l'époque, je pense que c'était juste dans l'ordre des choses. Je pense pas que Ovechkin... opère des branches du KGB à Washington. En passant, Ovechkin, c'est un citoyen américain qui investit, je pense que j'avais lu ça, c'est un investisseur immobilier dans la région de Washington. Les inscriptions au hockey, depuis son arrivée à Washington, ont monté quelque chose comme 200-300%. C'est l'effet de Gretzky en Californie, dans la région de Washington. Ça l'a littéralement fait boomer les ligues mineures, etc. C'est extrêmement bénéfique pour le hockey. Là, j'en ai parlé lors de la dernière chronique, ce qui a mené à la conquête du record, tout ça, la Ligue a très bien fait avec ça. Donc, qu'il y ait des espèces de petits journalistes à Saint-Saëns de la presse qui remettent ça en question, moi, je trouve ça absolument déplorable. Puis là, qui revirent, qui spinent Saint-Saëns pour accueillir le sauveur du Canadien. Mais Alexandre Pratt, c'est en 24 heures. Ouais. La chronique anti-Ovechkin sur son record et l'arrivée du sauveur, où ce que là, il braille quasiment. Les deux textes, ils ont 24 heures de différence entre les deux. Je veux dire, ça se peut pas, là. Je veux dire, comment, man? Il faut que ta blonde te parle, il y a quelqu'un, un ami, t'as un frère. Tu sais, je veux dire, t'es zéro crédible, Buddy, là. Mais semble-t-il que des gens qui connaissent ne sont pas surpris, sont capables de jouer sur plusieurs tableaux en même temps, mais ça montre
Ça montre un manque de conviction profonde. Il y a une espèce de folie derrière ça aussi. Le kid de quoi, 19 ans, il arrive de la KHL, là, qu'il y a des skills, tout ça, mais c'est arrivé avec combien de Russes, là, cette histoire-là? Rappelle-toi Galchenyuk, qui était supposé être le sauveur aussi. Je veux dire, OK, là, prenez votre gaz égal. Probablement, le gars arrive à la fin de la saison. Moi, écoute, si j'étais lui, moi, je suis mal à l'aise. Oui, qui était bon, ça va. Là, c'est un début. C'est quand même un très bon début. Tu fais une passe. Il doit nous trouver fou un peu. Sérieux, voilà, puis tu fais des malades. D'ailleurs, c'était très drôle, la campagne de publicité de Warrior. Puis, je ne sais pas si vous avez réalisé qu'il y a une espèce de petite teinte de propagande soviétique dans les teintes du poster. Là, à l'époque, la propagande de la Deuxième Guerre mondiale pro-russe, c'était les sauveurs, les ouvriers, les soldats. Puis, il y a la couleur utilisée, il y a un petit clin d'œil à ça qui est très drôle. Là. Mais écoute, de voir le monde pivoter complètement là-dessus, c'est drôle. Alors, puis rappelle-toi qu'on a rejeté Mishkov très largement parce qu'il était russe. Ils disent, oh non, il y avait des enjeux de contrôle. Non, les journalistes avaient décidé que c'était pas acceptable qu'on prenne un russe à la première. Ben ça, c'est une erreur épouvantable. Imagine-toi si on avait tout ce monde-là. On aurait tout ce monde-là, on les aurait tous. On aurait Hudson. Non, là, on a Reinbacker qui a mal au genou à Laval. Tu sais, c'est quand même, OK, bravo les fans. Bravo les fans, puis bravo les médias. Ouais. Quand même bizarre, le but hier. J'ai pas trouvé que Martin Saint-Louis s'était débattu bien pour essayer de sauver la saison. C'est quand même un but. Le règlement est assez clair. Le règlement est très, très, très clair. Une fois que la puck est mis pour un autre lancer, ce qui est arrivé avant est fini. Et il n'y a personne sur le banc qui connaissait le règlement. Il n'y a personne qui était au bout sur un genre de petit écouteur. Hey, tu te bats avec l'arbitre, faut à Toronto. Ça peut avoir peut-être scrapé la saison. Tu as remarqué comment les équipes techniques des équipes maintenant sont tight? Écoute, les offsides qui sont calés, là, mettons un but est refusé parce qu'il y a un challenge de offside. C'est on the spot. Là. Puis il y a le nombre de buts que j'ai vu revirer de ça dans la saison, il y en a beaucoup. Avant, tu ne voyais pas ça. C'est un peu style NFL. Ils se sont équipés avec beaucoup de monde qui check. Là. Exactement. Beaucoup de monde. Éventuellement, ça va probablement tout fait avec le AI, là, comme le tennis à l'heure actuelle. Tu sais, les lignes, c'est rendu. C'est plus des juges de ligne, c'est rendu purement le. Moi, je l'ai vu rentrer live, la POC. Je ne comprenais pas que personne ne l'ait vu. Je l'ai vu rentrer live, la POC. J'étais sur le feed de Chicago, là. Peut-être que j'avais un meilleur feed, je ne sais pas, mais moi, je l'ai vu bien comme il faut rentrer, la POC. Elle est allée nulle part, cette là. Elle n'a pas allé dans le filet, elle n'est pas retombée, jamais. Voyons. C'était sûr qu'elle était poignée en arrière du net. En tout cas, anyway, il est trop tard. Hey, là, on vient d'apprendre une nouvelle, comme de quoi que Honda, ça risque de servir, Charney. Charney. Honda vient d'annoncer que s'il ne se passe pas de quoi avec le Canada et les États-Unis, eux menacent de quitter l'Ontario et de relocaliser les usines. Je veux juste ouvrir une parenthèse avant de savoir ce que tu en penses là-dessus. Là. Je suis assez branché un peu sur ce qui se passe dans le milieu automobile. Honda a un gros problème au Canada depuis facilement 2 ans. Okay? Et un des gros problèmes, c'est que Honda n'a pas cru au futur de l'auto électrique. Avec raison. Et Honda, en ce moment, a de la misère à vendre. Parce que, vous savez comment ça marche, là? Mettons qu'un concessionnaire avait 1200 voitures qu'il vendait depuis 10 ans. Maintenant, avec les pénalités, vu qu'ils ne vendent pas de voitures électriques, le même concessionnaire a entre 600 et 800 voitures au lieu de 1200 comme il y en avait avant. Et pour arriver au même chiffre d'affaires et au même profit pour payer la fameuse taxe qu'il y a parce qu'ils n'ont pas de char électrique, mais ils ont été obligés de jacker le prix des voitures Honda de plusieurs milliers de dollars. Et là, ils sont plus concurrentiels avec les produits semblables, genre sud-coréens. Et Honda mange chez bas depuis 2 ans au Canada. Il y a un problème politique bien avant Trump entre Honda, ses concessionnaires et les gouvernements, surtout le gouvernement du Québec en passant, et les autres gouvernements canadiens. Donc, d'après moi, il y a beaucoup de sauce là-dedans, mais là, Carney va l'utiliser sur l'histoire de Trump, lui, de son côté, c'est sûr. Juste dire, c'est que la nouvelle n'a pas été confirmée par Honda. La nouvelle, elle vient d'un média japonais qui s'appelle Nikkei. Donc, c'est eux autres qui suivent la bourse au Japon. Donc, c'est comme le Dow Jones japonais. Voilà, c'est le Dow Jones japonais. Donc, c'est eux autres qui ont sorti la nouvelle. Ça n'est pas confirmé par Honda. Mais là, Carney a ramené ça. Puis là, Doug Ford est dans tous ses états. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là mais parce qu'il parle des Honda CR-V. La grosse usine qui fabrique les CR-V en Ontario pourrait être chupée de l'autre bord. Ben, regarde, moi, écoute, la politique autour puis toute la guerre commerciale, ça prédate Trump. Là, moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse à ça. Là, puis il y a des manufacturiers qui ont vraiment pris les bonnes décisions malgré les pressions politiques. Puis un groupe qui n'a jamais cru,
quand tu regardes en arrière, là, c'était vraiment, vraiment brillant. Là. Un des plus grands groupes automobiles au monde, c'est pas le plus gros, qui a jamais cru au tout électrique. C'est Toyota. Toyota a jamais cru que ça allait transitionner au complet, puis il l'a tout le temps dit. D'ailleurs, l'ancien président, qui était comme rendu un peu, voire quasi sénile, il répétait ça en public, puis le monde disait, voilà, arrêtez de bâcher l'électrique. C'était quand même très drôle. Tu parles de M. Toyota. C'est parce que ils l'ont comme tassé, parce que lui, il disait comme fuck off, on n'embarque pas là-dedans. Un autre groupe qui a fait complètement l'inverse, puis qui s'est planté, puis qui a eu d'énormes problèmes dans les 2 dernières années, parce qu'il n'y avait plus d'hybrides qui sont allés sur full électrique, Nissan. Nissan avec les livres que personne ne veut, de toute façon, parce que c'est des cochonneries, puis ils ont un autre modèle, je pense que personne n'achète. Parce que t'es comme pogné avec des électriques qui sont moins bons que les Tesla, mais qui, tu sais, sont un peu genre le pire de tous les mondes. Honda est un peu fourré avec ça aussi, parce que je pense qu'ils n'en ont pas non plus. Honda, les voitures électriques qu'ils ont, c'est les voitures de GM. C'est l'Equinox. Okay. C'est l'Equinox et le Cadillac, donc avec un autre nom. Puis le Mazda aussi qui a pris des bonnes décisions, dans le sens qu'ils ont un modèle, je pense, là, mais ils n'ont pas pivoté la compagnie au complet. Ceux qui ont mangé leur bas, qui ont pris des énormes... Non, en général, les Japonais, ils ne croient pas zéro. Là. Non, puis même, écoute, même Porsche, là, moi je pense que la stratégie à long terme de Porsche sur le e-fuel, c'est de garder l'infrastructure du moteur à explosion en pensant, en fond, tu fais staller la game, tu gardes la POC dans la zone en attendant que ça change de contexte, là. C'est de staller la game en attendant que toute la folie green, verte des moteurs électriques s'effondre pour qu'on revienne avec l'hybride ou tout ça. Là. Puis d'ailleurs, mais dans la guerre commerciale, Porsche ont suspendu les importations aux États-Unis. Là. Donc, il n'y a plus une ST911, il n'y a plus un Cayenne, il n'y a pas un char qui rentre. C'est le plus gros marché de Porsche au monde, là, les États-Unis. Là. C'est de loin le marché le plus gros marché. Ça, c'est incroyable. D'ailleurs, ils parlent de même... parce que les Cayennes sont faites, je pense, en Slovaquie. Ils parlent des transférés, puis c'est le plus gros marché des Cayennes, comme BMW. BMW, les SUV sont faits aux États-Unis en passant. Là. Les X5 et X3, je pense, sont faits aux États-Unis parce que c'est le plus gros marché des SUV. Donc, Porsche pense faire la même chose là, avec les Cayennes. Donc, en fait, c'est absolument fascinant de voir qu'un marché, il n'y a pas plus consommateurs que les voitures, Jeff. S'il y a de la compétition, tout ça, puis de voir à quel point le marché a été distorsionné par l'intervention gouvernementale dans les 10-15 dernières années, c'est absolument fascinant. C'est absolument fascinant. Il n'y a pas personne. Ça va être étudié, ça, dans les écoles de commerce pendant une décennie, là. Le fiasco de l'imposition du véhicule électrique, alors que personne n'en veut. Il y a une certaine frange des consommateurs qui en veulent. Tesla, c'est quand même un bon exemple. Mais encore une fois, quel pourcentage de Tesla aurait été acheté si tu n'avais pas eu les incitatifs fiscaux, les incitatifs monétaires directement des gouvernements? Tu as se poser des questions. Mais il y a quand même un attrait pour la marque que les autres n'ont pas. Moi, je te le dis, on se promène au Québec, tu te promènes aux États-Unis, t'en vois-tu des Hyundai électriques? On n'en voit pas pantoute. On voit un petit peu de Prius. Ce que je vois ici, là, je vois beaucoup de Tesla. Donc, juste dans ma rue chez nous, je pense qu'il y a 6 Tesla. Je n'ai pas une rue super grande. J'en ai beaucoup. Là, maintenant, je vois beaucoup de Lyric et de Equinox. Ouais. Mais les autres, le Volkswagen ID4, je ne le vois pas. Non. Je vois rien. De temps en temps, un F-150 Lightning, mais pas plus que ça. Là. Parce qu'il y avait un deal il y a une dizaine d'années. C'est ça. Exact. Mais, non, écoute, moi, je pense que c'est pas soutenable. Et Volkswagen est fourré. Audi, à peu près tous les grands groupes là, de luxe, Mercedes, Audi, ils ont reculé. Porsche s'est remis à développer des moteurs. Il y avait des lignes qui avaient complètement abandonné, là, comme la 718, qui est l'ancienne Cayman. Le e-tron, c'est un désastre technologique. Là. Ils ont des problèmes. Les gens qui ont acheté ça ont des problèmes. C'est un char de 125-130 000 $ qui n'est pas compétitif, qui pèse à peu près 2,5 tonnes là, en passant. Là, c'est complètement débile. Là. Ouais. Donc, tu sais, la leçon de tout ça, c'est que là, on est un peu dans le pire des deux scénarios. C'est que pour les manufacturiers automobiles, Jeff, imagine, ils viennent de sortir à peine de cette folie-là. Tu sais, Trump, c'était un peu une bénédiction parce que ça a un peu mis le clou dans le cercueil de la transition forcée. Bang, il arrive avec la guerre commerciale, il est obligé de rapatrier les usines. Donc, on pensait que ça allait être un peu le sauveur de ces compagnies-là. Finalement, ils sont pognés encore avec d'éventuels capex énormes pour amener les usines aux États-Unis. Moi, je pense qu'ils vont faire des annonces, puis ils vont-tu vraiment... Tu sais, tu fais une annonce, moi, je pense que ça va être ça le play politique. Là. Tu fais une annonce en espérant que ça revire au mi-mandat ou que la guerre commerciale meure entre-temps, là. Parce que, mettons que la nouvelle est vraie, là. C'est quand même une victoire pour Trump.
sais, dans le sens, Trump, il va dire oui, ben ouais, gars, je suis en train de montrer que, tu sais, tout le monde me dit que ça ne marchera pas mon affaire. Mais si Honda prend les jobs en Ontario et les amène aux États, je gagne. Parce que lui, il pense à sa gang avant. Là. Lui, mais il va y avoir des coûts au final, les voitures vont être plus chères, les compagnies vont perdre de l'argent, ils vont offsetter ça sur 10, 15 ans. Tu peux pas bouleverser des chaînes comme la chaîne, le supply chain, la chaîne de production automobile au Canada, aux États-Unis, ça a genre 40 ans. Là. C'est la même chose que l'aérodynamique, l'aérospatiale, etc. Il y a des pièces qui traversent, je pense, 6 fois là, de bord et de l'autre. Ça n'a aucun sens. 100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% Pirate. J'ai donné le montant de ce que ça coûte faire des changements. Apple, en tout cas, c'est l'information qui a circulé sur Unusual Whales hier. Apple, mettons, qui prendrait 10% de la supply chain et qui la move. OK? Ils font juste la changer de place. Juste 10% de la grosseur de la chaîne qu'ils ont, c'est 30 milliards de coûts. Ouais. Mais toutes les... tu sais, comme là, tu as NVIDIA qui a fait une annonce, mais de mémoire, NVIDIA ne font pas leur chip, là. C'est TSMC, c'est tous les fabricants, c'est TSMC. C'est tout à Taïwan, ce monde-là, là. Je pense que les fabricants, fabriquer des usines, ça, il y a Intel, je pense, il y a une couple qui sont retournés dans la fabrication de construction d'usines pour les faire. Il y a 4-5 projets aux États en ce moment, surtout dans le coin d'Arizona, ces coins-là, là, mais il n'y a rien de commencé encore. Les usines sont en construction, mais on n'a pas encore de fabrication de processeurs ici. Là. C'est pas commencé. Ça ne peut pas marcher. Ça. Au final, il va y avoir des gains politiques à court terme, il va y avoir des annonces, des coupures de ruban. C'est des affaires à la CAQ. Là. Tu sais, c'est la filière batterie, c'est la même affaire que ces niaiseries-là. Là. C'est de l'économie dirigée. Les compagnies font ça un peu avec un gun sur la tempe. La filière batterie, c'est pire parce que c'est une tendance qui était déjà baissière. Là. Mais même des industries profitables, des forcés de ramener des usines, de bouleverser la chaîne d'approvisionnement, ça ne va pas marcher. La guerre commerciale, elle va se régler avec enlever les tarifs. Encore une fois, je le répète, ce qui fait que de l'incertitude dans le marché, c'est qu'on ne sait pas au final c'est quoi le plan. C'est quoi le endgame de Trump et de l'administration Trump? C'est-tu qu'au final, tout le monde enlève les tarifs, puis que les États-Unis, comme l'industrie, l'économie la plus avancée, profitent de ça? Ou bien que ça devient une espèce de barrière à l'entrée que vous allez payer pour accéder au plus grand marché du monde, où là, tous les pays ou presque vont avoir un tarif de base, puis ceux qui ne sont pas dans les bonnes grâces du régime vont avoir des tarifs plus élevés. Ben, si c'est ça, si c'est le deuxième scénario, écoute, le marché devrait corriger bien plus que ça. Puis si c'est l'autre scénario, ben il va y avoir une embellie. Là, on est un peu entre les deux parce que c'est pas clair à l'heure actuelle. T'as Lotnick qui dit une chose, puis t'as Musk puis Ackman qui dit une autre affaire, puis t'as Besson qui est poigné entre les deux. D'ailleurs, Besson est allé visiter Javier Milei dans les derniers jours. Probablement, il va peut-être avoir une leçon d'économie, de libre-échange là, de l'excellent économiste Javier Milei, qui lui veut éliminer tous les tarifs, toutes les barrières et toutes l'économie en quelque sorte dirigée là, par les politiciens. Mais reste que présentement, nous autres, on est comme, on disait tantôt, le téléphone, puis Jeff le dit aussi, il dit, le téléphone doit sonner en tabarouette l'autre à Washington, mais nous autres, on ne fait pas partie de ceux qui appellent. Parce qu'on comprend, nous autres, on est avec la Chine. Star la game. Lui, il a intérêt. Les gens ne réalisent pas ça encore et ne croient pas que c'est vrai. Ils ont une espèce de fabulation, une espèce de monde là, où les politiciens sont devant des écrans et ils font tout leur possible pour avoir le meilleur résultat possible pour le pays. Non. Les politiciens prennent des décisions politiques qui vont les favoriser à court et à moyen terme. Ils ne vont jamais dans le long terme. Alors, regardez, non, exact. Ils vont s'assurer que des négociations échouent pour qu'une crise perdure qui vont les favoriser dans le vote dans 2 semaines. Ça, je vous mettrai tout ce que j'ai là-dessus. C'est sûr là, que si il va sortir des négociations, il y a des affaires qui vont couler éventuellement, là, puis il y a des négociateurs américains qui vont dire ouais, ben ils nous rappelaient pas. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Là. Ils ont appelé tout le monde. Ils ont cédulé, ils ont fait venir des équipes de tout le monde dans le monde, mais nous autres, quand on appelait, ils ne répondaient pas. C'est probablement ça qui va sortir. D'ailleurs, que ce soit Trump, Biden ou AOC ou Kamala Harris, tu as tout intérêt à être aligné sur les États-Unis. On ne va pas s'aligner envers l'Europe, on ne va pas s'aligner envers la Chine. D'ailleurs, déclaration incroyable de François Legault des derniers jours qu'on va s'aligner davantage sur la Chine. Ouais, c'est le point. Moi, je pense que
Moi, je pense que François Legault doit se ramasser ultimement sur une no-fly list. Là. C'est un ennemi de l'Occident, man. Littéralement un ennemi de l'Occident. Oui. Moi, je pense que moi, j'aimerais beaucoup, moi, je paierais pour lire les communications internes entre les consulats de Québec et de Montréal et le département à l'heure actuelle, le département d'État américain. Il doit y avoir des briefings qui disent le gouvernement du Québec, à l'heure actuelle, parle de compétitionner l'industrie de l'armement américaine, alors qu'on a des usines là et des compagnies bien établies, et parle de se distancer des États-Unis, qui est quand même un voisin. Le Québec est voisin d'États américains. On est voisin du New Hampshire, du Vermont, puis de New York, sacrément. Là. On n'est pas une île du Pacifique, on n'est pas voisin de la Pologne. Là. Et le gouvernement du Québec, à l'heure actuelle, parle activement de se rapprocher de la Chine. Moi, je pense que ça... Mais ça dit quoi sur lui? Moi, quand j'ai entendu ça le vendredi ou jeudi passé, genre, excuse-moi, là, je peux pas concevoir que quelqu'un qui est rendu au plus haut niveau de notre organisation qu'on s'est donné comme société, là, peut aller dire quelque chose d'aussi grave et dangereux. Là. En 2 carottes. En 2 mini-carottes. Ça nous dit quoi sur le gars, sur eux? Si on prend n'importe quoi, ils prennent des spins on the fly, puis ils essaient de faire du chemin là-dessus sans penser aux conséquences. Genre, moi, je suis conseiller de François Legault demain matin, puis il y a un meeting. Ouais, ben là, on va annoncer qu'on ne sera pas jugé, monsieur Legault. Vous n'allez pas dire ça, là. Il y a un premier ministre d'une province du Canada ne va pas annoncer qu'on se distancie des États-Unis pour se rapprocher de la Chine, qui est, selon toute vraisemblance, un ennemi de l'Occident. Là. L'ennemi de l'Occident, c'est pas la Russie en passant. Là. Mais non, c'est la Chine. Tous les plans à long terme de l'armée américaine, là, la marine, l'armée de l'air, les Marines, les plans stratégiques sur 20, 50, 100 ans sont tous faits en sorte qu'ils vont éventuellement faire face à la Chine dans une guerre ouverte d'ici ce temps-là. Les plans contre la Russie, je veux dire, c'est des plans outdated des années de la guerre froide. Là. Ils ne sont pas capables de prendre Kiev. Pensez-vous qu'ils vont aller prendre Paris? Voyons donc. L'ennemi idéologique et militaire de l'Occident, c'est la Chine. Puis le premier ministre du Québec ne va pas annoncer qu'on va se rapprocher de l'ennemi de l'Occident. Ça ne va pas arriver. Là. Moi, j'étais conseiller de François Legault. Ben non, tu peux pas t'associer à ça. Là, ça attend, puis je démissionne s'il annonce ben oui, c'est pas être associé à un gouvernement qui se rapproche d'un ennemi de l'Occident. Là. Ah oui, on comprend que la CAQ a des proximités idéologiques avec la Chine. On a vu comment ils fantasment à l'idée de contrôler l'économie. D'ailleurs, ils ne sont pas très bons en passant. On serait peut-être même... Vous auriez des meilleurs odds au Blackjack au Casino de Montréal que chez Investissement Québec puis à la caisse dans la division des placements à green. Là. On l'a vu, à peu près tous vos placements, même votre esti de train n'est pas capable de rouler à moins 10 avec un peu de grêle. Donc, tout ce que vous touchez tourne en marbre. Vous seriez mieux de risquer votre cash au Blackjack, vous avez un meilleur retour sur l'investissement. Donc, on comprend toute l'espèce de fascination de diriger l'économie qui est très proche de la mentalité chinoise. L'idée d'exproprier des gens, tu as vu aussi les projets de loi de pouvoir exproprier les propriétés privées plus facilement pour passer des projets publics. Toute la censure sur le discours, la CAQ est très portée là-dessus. Rappelle-toi, pendant la pandémie, rappelle-toi la gouvernance par décret. Ils viennent de donner le pouvoir à Élections Québec, je ne sais pas trop quoi, là, l'organisme, qu'ils vont pouvoir vous sanctionner avec des amendes si vous dites de l'information qu'eux ne trouvent pas juste pendant une campagne électorale. Oui, puis ça, la barrière va être, tu sais, la ligne va être très, très floue, ce qui va faire en sorte que tout le monde va avoir une espèce de d'épée de Damoclès judiciaire au-dessus de la tête, de critiquer un candidat pendant les élections. Donc, c'est complètement débile. Donc, ça, c'est plus proche de la Chine que des États-Unis. Parce que la Chine, les États-Unis, il y a le premier amendement. C'est total free speech, à part l'incitation à la violence, puis ceux qui sont activement là, dans le code dans le code criminel, en quelque sorte. Donc, et ça aussi, Jeff, c'est aussi vrai de beaucoup de leaders européens sont idéologiquement plus proches de la Chine que les États-Unis. L'idée de centraliser les décisions, l'abandon des réalités locales et nationales pour avoir une gouvernance à Bruxelles et non pas dans les pays. L'idée d'avoir une monnaie numérique centralisée dans les banques centrales, qui est un rêve, un wet dreams de Mark Carney en passant. Oui. Mark Carney va instrumentaliser, va weaponize tous les départements du gouvernement du Canada pour lutter contre des trucs comme notamment Bitcoin. Les comptes de banque saisis pendant la crise des camionneurs. It's just a fucking beginning, guys. N'importe quel protestant ou n'importe quelle voix qui va s'élever contre le régime, tout le système financier va être weaponized contre les dissidents, exactement comme en Chine. Exactement comme en Chine. Ces gens-là,
c'est des petits dictateurs décomplexés, rêvent d'avoir la portée que le gouvernement chinois ont. Donc, c'est pas anodin que des choses comme ça sortent. On veut se rapprocher de la Chine. Ces gens-là n'ont pas le restraint, l'idée que non, c'est vrai, c'est un ennemi de l'Occident, je ne vais pas dire ça. Non, ces gens-là rêvent d'avoir ce genre de gouvernance-là, puis ils rêvent d'avoir ce contrôle, ce micromanagement-là sur la vie des citoyens. Écoute, même sur les plateformes, on a entendu Carney dire que s'il est élu, qu'il va revoir l'implication des plateformes au Canada. Donc, ça veut dire que... C'est 11? Il dit, écoute, on va peut-être même interdire. C'est ce qu'il a dit clairement. Là, donc, comme en Europe, là. Même chose comme en Europe. Des gens qui se font accuser d'avoir dit quelque chose sur les médias sociaux, qui sont... c'est pas des menaces de mort ou c'est pas c'est des dérapages incroyables. Oui. Et puis, ça fait ça. Mais dans le fond, je pense que, il y a un côté chinois et russe qui admirent d'avoir leur propre Internet, d'avoir leur propre plateforme sociale ou réseaux sociaux qui peuvent contrôler à 100%, une genre d'économie contrôlée. C'est carrément ça qu'ils veulent parce que, c'est très flou, hein, l'histoire de on va maintenant se séparer de la dépendance envers les États-Unis, ce qui représente quand même 35% du PIB. Là. Je veux dire, l'autre, le gros pourcentage de PIB, il y a le gouvernement qui est déjà très présent dans l'économie. Puis le deuxième point le plus important, c'est nos échanges avec les États-Unis. Donc, comment tu remplaces ce 35%-là qui feed l'autre 45% à peu près qui nourrit le gouvernement? Oui, c'est ça. Eux autres, là, c'est comme ça va se faire de même. On va avoir 35 compagnies dans le SP500 dans 5 ans. On va créer plein d'affaires. Voyons, Chris, tu ne me donnes même pas un seul exemple de ce qu'on va faire pour changer notre dépendance. On va se mettre à avoir des compagnies plein de brevets. On va avoir des grandes universités qui vont faire des ingénieurs. On va faire quoi, là? Ça leur dérange pas. Les conséquences, ça leur dérange pas. L'objectif, c'est le discours politique, d'apeurer les gens. Puis rappelle-toi, le discours là, ambiant des médias du régime, c'est que ceux qui apeurent les gens pour contrôler la société, c'est nous autres. C'est l'extrême droite. Là. C'est apparemment les médias de droite qui font ça. C'est le gouvernement avec votre propre argent qui le fait. C'est littéralement, les gens sont apeurés et sont contrôlés par les sentiments pour implanter des politiques publiques qui sont néfastes, qui vont vous appauvrir à moyen et à long terme. Non, c'est la plus grande menace. À l'heure actuelle, au Québec, la plus grande menace sur les Québécois, c'est la CAQ. Et pour les Canadiens, c'est les libéraux. Il n'y a pas plus grande menace que c'est pas Trump, c'est vos propres gouvernements. Dans les villes, c'est vos propres maires. La plus grande menace à votre niveau de vie, c'est vos propres dirigeants et leur politique publique débile. Voyons donc. Combien de gens vont se lever à Montréal pour aller dénoncer la petite mairesse autoritaire là, avec ses petites lunettes puis son petit... Hey, là, elle est rendue à un stationnement sur 3 par 3 portes. C'est déjà, tu vois, ici, je suis dans un projet qui a été fait en 2020, je pense que c'est 1 sur 2 ou 1 ou 2,5, mettons. Ça, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Fait que 1 et sur ça, 3, c'est un nouveau 1 sur 2, là, parce que ça a été 1 pour 1, ça a été même un peu plus qu'un pour 1. Après ça, ça a été 75%. Là, ça a baissé à 50%. Là, ils sont rendus à 33%. Là. Mais Jeff, si seulement il y avait une démonstration que personne ne veut embarquer dans leur petite folie de ville 15 minutes / vélo, mobilité active. C'est la mobilité active. Regarde, il y a un exemple concret. La ville est en possession d'une parcelle de terrain d'à peu près 10 km², prime spot à côté de Décarie, à côté de Royal Mount, qui sont les anciennes terres de Blue Bonnet. Depuis 2017. Valérie Plante est arrivée en poste, elle a hérité de ces terrains-là. Combien de logements, Jeff, ont été créés sur ces terres-là depuis? Zéro. Il y a pas un... Pourquoi? Parce qu'ils ont établi des critères et des règles de quartiers éco-responsables où il y aura peu ou pas de stationnement, pas de déneigement. Donc, un paquet de règles qui font en sorte que les promoteurs sont habitués de bâtir. C'est pas fou, là. Les promoteurs, tu sais, McGill, Devim, tout ça, ce monde-là, font comme, pourquoi qu'on irait là? On sait que le monde, avec les unités qu'on va bâtir, ne vont pas aller acheter ça. Ils ne vont pas aller acheter des unités, parce que si tu veux aller dans le nouveau développement, tu vas avoir des facilités. Donc, c'est démontré par le marché immobilier et l'immobilier qui ne se développe pas à cause de leur folie green. C'est démontré que ça ne fonctionne pas. Oui. C'est démontré que dans toutes les putains de pistes cyclables que vous ajoutez sur des artères qui n'ont absolument pas rapport,
sur Saint-Antoine-Ouest, en face du Centre Bell, et en face de 2 tours où il y a à peu près 500-600 unités, les tours du Canadien, il y a une piste cyclable d'à peu près 20 pieds de large. Il n'y a jamais un vélo là-dessus, puis ça bloque les taxis, les Uber, les autos sont poignées. Ça n'a aucun sens. Sur Henri Bourassa, il y a 2 pistes cyclables doubles chaque bord. Le monde ne peut plus traverser. Ça a été démontré par des citoyens, des assemblées de mairie d'arrondissement, que de faire un trajet qui leur prenait 5 minutes en prend 15 maintenant, puis ils n'ont plus de parking. C'est une guerre contre les citoyens de Montréal. C'est une guerre contre les plus pauvres. C'est une guerre contre les familles. Voyons donc. Quand est-ce qu'on va... Puis la menace, là, c'est l'extrême droite, c'est les pétroliers. Non. La menace sur votre niveau de vie, si vous restez dans une ville, c'est ces maires-là, ces maires militants extrêmes-là. C'est ça la plus grande menace. Puis à grande échelle, comme je disais, c'est la CAQ au Québec, c'est les libéraux dans le reste du Canada. C'est ces gens-là qui vous appauvrissent. C'est pas Donald Trump. C'est pas Donald Trump et Vladimir Poutine. Après ça, ils se demandent pourquoi les gens sont rendus à aller s'établir à Saint-Jérôme puis quasiment à Berthier, Joie-le-Vert. Tu sais, moi, je suis surpris des fois du monde dans le monde. On en croise un peu. Là, on prend un verre, des artistes ou des journalistes, tout ça. Tu sais, du monde qui parle de Montréal. Tu habites dans quel quartier? Moi, j'habite à Blainville. Moi, j'habite à Châteauguay. Ouais. C'est drôle. J'étais certain que tu habitais à Montréal. C'était le genre de chroniqueur. Oui, je suis rendu quand même des bobos du plateau habitent, ça arrive sud. Ben oui. C'est absolument fascinant. Avec raison, mettons que tu veux dire, tu fais... C'est complètement débile. Je te dis, c'est complètement débile. Et ça, c'est l'héritage, c'est le ruissellement des politiques débiles progressistes de Trudeau depuis 10 ans. Et dans un monde normal, ce gouvernement-là, peu importe qui était à sa tête, puis là, vous remplacez ça par un banquier beige qu'on a importé de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Canada, qui a un héritage désastreux comme gouverneur de banque centrale en passant, désastreux. Les 2 monnaies se sont effondrées. Et là, on redonnerait le pouvoir à ça. Je vous dis, le Canada, c'est pas un pays sérieux. Là. Non, si ça arrive, les boomers, là, vous méritez d'avoir votre retraite, votre fucking dollar à 30 cents, puis pas de bid sur votre bungalow que vous espérez vendre 600, 700, 800 000 à un pauvre petit couple qui va s'endetter overbid pour acheter ça. Donc, pas de bid là-dessus. Vos fucking rêves vont baisser, puis le CAD s'en va à 25 cents. Tout ce que vous méritez. Thank you, Joe. Joe Hamel, en feu. On fire. Ah ouais, chainsaw. Good. Oh, yeah. 100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Jeff Hit me! Il y a une petite boîte le fun, parce que notre chum Jay le Pilot est là en plus. Yes! Oh yeah! Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Jay, t'es bonne humeur, mon ami Jay? Ben oui. Il fait beau, gros soleil. Il annonce 32 aujourd'hui. Oh, oui. That's good, my friend. Good. Hey, Jerry, on commence par la boîte. Après, on va parler avec Jay de toutes sortes d'affaires. Tu es allé au baseball hier dans un match incroyable, 16-1. 16-1. Les Rays. Tu vas nous compter ça tantôt. Mais on commence avec quoi, mon ami Jerry? Ben, Katy Perry qui pollue. Elle a pollué la couche d'ozone, elle. Cathy, la belle Cathy. Puis les autres aussi. Ah, mais j'ai le pognon d'entrevue, Cathy. Elle est folle, calice. Non, oui, ben là, c'est pas... Folle raide. Newsflash. Ah non, mais je la connaissais pas. Moi, je connais rien. Je connais Kiss the Girl, je sais pas trop quoi. Là. Elle est rendue avec qui, elle? By the way, je sais pas, mais elle est folle. Elle est vraiment folle. Elle est pas avec Orlando Bloom? Oui. Mais c'est une folle. C'est une vraie folle. C'est un peu tout de même dans ce domaine-là. Là, elle pollue. Là, le Cathy pollue. Parce que là, ouais, mais c'est pas des voyages scientifiques qu'ils font. C'est des voyages d'agrément. Donc, voyage d'agrément, t'es pas supposé te polluer. Si c'est pour la science, c'est correct. Mais ils vont pas ils vont dans l'espace s'amuser, là. C'est ça. C'est du tourisme de l'espace. C'est ça, Blue Origin. C'est du tourisme de l'espace. Tu montes en haut, puis pendant 10-15 minutes, tu es en apesanteur. Je pense que c'est même 12 minutes. Tu es en apesanteur, tu vis ça. Parce que être en apesanteur, c'est un feeling spécial, puis pas juste ça. Je sais pas si tu flotterais, toi, John. Tu vois là, oui, je flotterais. Tout flotte. Ben, moi, je pense que toi, tu flottes pas. Ah oui, toi, tu flottes. Non, même. Non, toi, tu flottes. Ça allait 299, il se sent plus, le rendu là. Oui, c'est ça. Il me semble de voir tout le monde qui flotte, puis Jerry, il est debout. Tout flotte. Il attend.
Donc, Jerry, c'est ça, il est dans le fond de la capsule puis il fait de la bouffe. Oui, c'est ça. Les autres essaient de le tirer vers en haut, hein, puis ça marche pas. Nous autres, on essaie de ramasser les tartes. Exactement. Mais en fait, c'est qu'à chaque fois que la fusée perce, là, c'est épouvantable parce que Cathy, elle brise la couche d'ozone. À chaque fois que la fusée monte, elle fait un trou dans la couche d'ozone. Là, la couche d'ozone, elle se referme. Mais quand même, à chaque fois que ça fait ça, c'est épouvantable. Donc, il faut arrêter de polluer. Il faut arrêter d'envoyer du monde dans l'espace pour rien, en fin de compte, parce que les autres sont allés comme pour s'amuser. Mais tu sais, les histoires de pollution. Tu vois, les histoires de pollution. Là, depuis quelque temps, il y a des textes là-dessus. Là. L'intelligence artificielle, ça pollue. Là, tu vas dire, oui, OK. On sait que ça prend beaucoup de courant. Les serveurs, ça prend du courant. Oui, mais si vous faites une requête donc tu demandes à l'intelligence artificielle une chose. Tu fais une requête, ça prend autant d'énergie que 10 recherches sur Google. C'est en énergie, là. Là, ils calculent ça. D'un bord, 10 recherches Google. De l'autre bord, une requête ou, mettons, une recherche AI. Donc, les AI demandent beaucoup plus de courant que Google. Là, ils sont là-dessus. Là. Le Washington Post est là-dessus. Là. Parce que là, tout le monde aime les AI, puis on s'entend-tu que. Parce que là, on l'a vu plein de patentes passer. Là. Ça veut dire les starter packs. Là. Ah, les starter packs, c'est polluant, ça. Ben oui. Parce que émettre un starter pack, ça prend autant d'énergie que de recharger votre cellulaire. Ah oui. Ils ont fait des calculs de même. Bon, il n'arrêtera plus. Là. C'est quoi? Maintenant, si je me coupe un ongle avec un coupe-ongle, je vais polluer aussi? Oui. Non, mais tu sais, ça s'arrêtera plus, là, cette histoire-là. Là, je veux dire, c'est interminable. Là. On est un humain et on consomme sur la Terre. C'est ça. Puis là, ils vont dire, oui, ça dépend d'où vient l'énergie. Puis si c'est de l'énergie verte, mettons, renouvelable, ça va. Mais si l'énergie où ce que tu vis, c'est pas renouvelable. Mais tu sais, ils font tous ces calculs-là pour comme te sentir coupable d'utiliser les AI. Oh. C'est ça que je sens dans la patente. Puis c'est pas juste un texte, c'est plusieurs textes. Donc, ils veulent te sentir coupable d'utiliser l'intelligence artificielle. Là. On sent ça par en arrière. Là. C'est des fuckés. En tout cas, au moins, Katy Perry, elle a du fun. Puis Katy, ben, même si elle pollue, je pense que ça, elle s'amuse, puis il n'y a pas de problème. Hey. Oui, mais c'était pas, excuse Jerry, c'était pas une espèce de première, un all-female crew, là, qui oui. C'était la première fois que toutes les femmes s'en allaient comme ça. Oui, 6 filles. Donc, c'est la première fois que c'est toutes des filles qui vont en haut. Mais ça, on va le vivre encore plus dans le futur. La prochaine étape, ça prend un monsieur, madame dans l'espace. Oui, c'est ça. Monsieur, madame dans l'espace. Ça ne soit pas déjà fait, ça, d'habitude. Ça arrive avant les femmes, ça. Non, c'est vrai. C'est ça. Mais c'est parce que c'est le côté aussi voyage. Il y a là la twist aussi. Tu as la pollution, mais tu as le côté voyage d'agrément et les voyages scientifiques ou utilitaires. Là, c'est juste du monde qui vont en haut s'amuser. En réalité, c'est ça. Là. Il n'y a pas de. Ouais. Il monte et il redescend. C'est up and down. Là. Up and down. C'est pour. Tu peux y aller. Là. Je pense que c'est 150 000 d'acompte. Et Blue Origin, je pense, j'ai fouillé à un moment donné. Puis il n'y a pas de prix fixe. Ça dépend des situations. Au départ, c'est un 150 000 que tu donnes en acompte. Puis après ça, le montant d'argent par personne, il est modulable, si je peux dire. Il n'y a pas de prix fixe écrit sur un papier. Mais parce que les premiers voyages, ça coûte une fortune. Hein. Ça veut dire, on se souvient le gars du Cirque du Soleil qui avait embarqué, lui, dans une fusée russe. Tu sais, il avait payé un gros prix pour faire le voyage. Une fusée russe? Oui, à l'époque. C'était le début du tourisme spatial. Parce que eux autres, ils se disaient, on va en profiter. Il y a du monde qui ont beaucoup d'argent et qui veulent vivre une expérience. Ah oui, ça finance leur patente. Ça finance en même temps
ça l'a ouvert une porte, ça. Mais cette porte-là, Blue Origin, c'est comparé à. Oui, ils ont des projets futurs, mais pour l'instant, Blue Origin, c'est juste du tourisme spatial. Oui, c'est ça. Mais Bezos, il ne l'avait pas fait à partir du Kazakhstan ou une affaire de même. Parce que Bezos est allé. Oui, Bezos est allé. Il est allé un petit bout, là, ça fait quand même une année. Oui, il est allé, Bezos. Exactement. Je ne suis pas sûr qu'il était parti des États-Unis. Je ne sais pas si je me trompe peut-être. Là, je vais checker. Là, mais anyway. Allez voir si Bezos. Je me promène dans ma boîte, toutes sortes de petites patentes. Je suis tombé sur. Là, Mr. White me cassait un peu les jambes. Là. Ouais. Mr. White disait Canadien ne fera pas les playoffs. Canadien ne fera pas les playoffs. Non, Canadien, c'est fini. Là, Demi-Duff a tout scrappé la patente. Demi-Duff a scrappé la patente. Pourtant, il est bon. Ils sont tous contents de monter. Là, ils se montrent avec ses rondelles, but, une passe. Mais t'as perdu. Vous avez perdu la game. Il ne ferait pas les séries. Je sais, mais là, quand c'est ton premier but, la POC, ta garde. Non, cache-toi. Là. Montre pas ça. Là. C'est une défaite. Mais je pensais que c'était réglé, ça. Mathématiquement, ils ne pouvaient plus ne pas faire les séries. Là, il leur reste un match à jouer. Puis Columbus, il leur reste deux matchs. Columbus sont à 4 points. 4 points. Canadien perd, Columbus gagne les deux, Columbus fait les playoffs. Donc, Canadien, c'est fini. Puis Canadien sort. Scraper à patente. Scraper à patente. Il doit être pro-Poutine. Il doit être pro-Poutine, ça doit être pour ça. Oui, c'est ça. Mais ceux qui sont sénères, pareil, c'est des gars de bar. Les gars de bar sportifs. C'est sûr. Non, à la fin d'année, OK, parce que le Canadien, on sait que le Canadien est sur une bonne. Dans les dernières semaines, là, le Canadien était sur une bonne stretch. Oh oui. Ça allait bien. Les bars sportifs, là. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Bédard. C'est le gars des cages au sport. La cage, ben oui. Il y a 38 cages au sport. Jean Bédard, il a dit que les matchs du Canadien dans les dernières semaines, il y avait le double du monde d'un match normal. Tant mieux. J'ai hâte de voir le match d'une série Columbus Capitals, voir si ça va attirer beaucoup de monde. Non, là, c'est ça. Ça va casser. Non, là, les réservations, moi, je vois quand même, quand je passe à Québec, je vois souvent à Cage Le Bourgneuf. Oui. Puis, ils commençaient déjà à prendre des réservations pour les premières games. Voilà. Exactement. Là, il y a une effervescence, c'est épouvantable. C'est même le gars des bars, là. Tu sais, on le voit tout le temps. Chaque fois lui, il broye tout le temps pour des histoires de bars. Tu sais, Peter Sergakis, le gars de l'association des bars, la patente. Mais lui, c'est l'Union des tenanciers de bars du Québec. Et lui, il a dit que dans le dernier mois, OK, il n'a pas vu. Il n'a pas vu autant de monde que ça. Il y a du monde, là, il dit il faut que je recule de 15 ans en arrière pour voir autant de monde d'un bar. Donc, le Canadien a amené vraiment une effervescence dans les bars réguliers, puis ils ont des TV, vraiment, et les bars sportifs. Mais il faut que le Canadien passe. C'est juste place, ça finisse jeudi. Puis le Québec a de grandement de besoin. Je l'espère pas, là. Non, je sais, mais tu y crois, là. Hier, tu étais gelé, autrement dit. Tu n'as pas aimé la soirée hier. Non, puis j'avoue que Demidov, c'est un bon joueur, mais là, l'esprit d'équipe, là, les autres sont tout mêlés. Ils disent, ouais, mais là, lui, il arrive là. L'aîné se retrouve sur le 4e trio. Là l'aîné, les joueurs ne jouent plus avec les mêmes joueurs, ils sont tout mêlés. Ouais. By the way, ils se sont rendus là sans Demidov, je te dis ça de même. Là. Oui. Fait que le Sauveur, là. Sauveur, ça, c'est les journalistes de Montréal là, qui le nomment Sauveur. Oui, mais c'est ça, je dis. Oui, on le regarde jouer, c'est le fun de le voir jouer, mais peut-être que, comme tu dis, peut-être qu'il amène une poisse. Tu dis, il est bon, mais il amène une poisse, puis tu ne gagnes pas, mais en tout cas. Mais on rit bien, là, mais pense à ça s'ils ne font pas les séries. Il était à 8 points d'avance. Ça, c'est un désastre. C'est un effondrement total. Alors, ça, c'est comme le Parti conservateur. Là. C'est ça. Le Parti conservateur à Noël. Tu regardes des sondages, puis tu te demandes si les libéraux vont avoir 100 députés. C'est un lessivage généralisé. Il n'y avait plus une tache rouge, même pas à Toronto. C'était un lessivage total. On faisait des blagues là-dessus. Avant les fêtes, on disait il va en rester peut-être une dizaine dans le coin de Montréal. Il restait. C'est épouvantable.
Regarde comment c'est aujourd'hui. C'est vrai que ça peut changer vite. Ça ne tient pas à grand-chose. Et c'est incroyable. Je suis plus dans ma boîte aussi. Ça, c'est une nouvelle. Êtes-vous client de tigre géant? Ben voyons. Giant Tiger? Tiger? Moi, je suis plus Corvette. Oui, Corvette. Oui, dans ton coin, as-tu un Corvette? Ben oui. En campagne? Dans la campagne, c'est ça. Ben oui, parce que Corvette sont toujours en campagne. Toujours. Corvette, ça sauve une vie en campagne parce qu'il y a de tout. Là. C'est un mini Canadian Tire. Là. Oui. Voilà. Ils ont un peu de linge, ils ont un peu de bouffe, ils ont un peu d'outils, ils ont un peu de ils ont toutes sortes de patentes. Là. Ouais, ils n'ont juste pas de tire. Là. Non. Ils n'ont pas de pneus, ils ont une allée d'outils, de cochonnerie d'outils, là, un peu. Là, un marteau que tu vas cogner un clou, la tête va te revoler dans le front. Mais tu as des meubles de patio, de la guenille, c'est ça, il y a tout ça, puis de la bouffe, puis tout est là. Moi, le tigre géant, là, je suis persuadé que, mettons, je vais dire 7 personnes sur 10 passent à côté et ils n'ont aucune idée que l'épicerie là. C'est vrai. Monsieur tout le monde, là, le monde qui reste autour le savent, là, parce qu'il n'y en a pas partout. À un moment donné, tu arrives d'ailleurs, tu passes à côté de ça, puis là, tu as dans la tête d'aller chercher une pinte de lait. Là, tu ne penseras pas d'arrêter au tigre géant. Mais il est où le tigre géant? Le seul que je connais à Québec, c'est celui-là à Beauport, à Beauport, il est proche du Dixie. Oui. Mais c'est Charlebourg, c'est ça la ligne. C'est ça, Charlebourg. Oh, Dixie, OK. Il y en a un autre à Loretteville, à Neuchâtel, là, en haut, là, pas loin de Saint-Émile aussi, je pense. Ouais. Ils ont 200 magasins au Canada. Puis, c'est une compagnie. Ça, l'affaire, c'est. Parce que je parle de tigre géant pour une chose, parce que ils vont commencer la livraison avec DoorDash puis Uber Eats. Fait que les gens, sur leur application, ils vont avoir. Parce qu'on le sait, DoorDash, Uber Eats, à cette heure, tu peux faire venir du stock du supermarché. C'est pas juste la restauration, c'est du stock du supermarché. Fait que là, ils vont être là-dessus. Donc, ça va être les prix du magasin, mais livrés avec DoorDash. Là, tu vas faire ta commande, tigre géant, telle patente, puis ils vont te livrer chez vous. Un peu comme un supermarché. Donc, c'est... C'est bon, ça. Enfin, c'est que les autres, ils graffinent par en dessous de ces géants. T'arrives là, il y a toujours du monde. Tout le temps du monde. Tout le temps. C'est à toute heure. Tu ne vas pas arriver chez ces géants, tu dis, hey, je suis seul dans le magasin. Oubliez ça. Là. Il y a toujours du monde. Ça roule. C'est vraiment spécial. Puis là, en fait, j'ai fouillé un magasin que j'adore, moi. C'est géant? Ah oui. Oui, j'adore ça. Mais c'est parce que là, j'ai besoin j'ai besoin des pirates. En fait, c'est que Tigre Géant, c'est une compagnie privée basée à Ottawa. Ah ouais? Ouais. Je savais que c'était canadien, je ne savais pas que c'était Ottawa, puis je ne savais pas que c'était privé. L'affaire, c'est qu'il y a une compagnie en bourse présentement, OK, qui s'appelle Northwest Company. Ils sont basés à Winnipeg. Le code, je vous en parle pour une chose. Parce que le stock, est-ce que la bourse présentement, ça va mal? Ou si c'est tranquille, puis c'est plate, puis c'est dole, puis tu sais, la bourse, c'est incertain, puis tout ça. Un des meilleurs stocks en Amérique du Nord présentement, toute bourse confondue, c'est la Northwest Company. Voyons, toi. NWC à Toronto. C'est une recommandation, ça? Non. On va le prendre en note. NWC, là, sont en all-time high breakout. Christophe, le stock, il s'en va où? Je ne le sais pas. Il monte tout le temps. Il monte depuis 2 ans. Il va s'arrêter? Il monte tout le temps. Il va arrêter? Non, il n'arrête pas de monter. Puis la face, c'est que la Northwest Company, d'après moi, c'est la 2e plus vieille compagnie en Amérique du Nord. Tu sais, la baie, là. La baie, il a fait faillite, là. Le magasin La Baie. Mais ça, cette compagnie-là existe depuis les années 1700. La compagnie du Nord-Ouest, là. Tu sais, on a entendu parler de ça dans nos cours d'histoire, là. Mais cette compagnie-là existe tout le temps. Est à la bourse et cotée à Toronto. Mais eux autres, là, ils ont tous les magasins. Quelle compagnie incroyable! Parce que je fais le lien avec Tigre Géant. Eux autres, ce que j'ai compris, parce que j'ai fouillé là-dedans, puis peut-être que les pirates, ils vont être plus au courant que moi.
Quand je fouille dans la Northwest Company, je vois la face du tigre géant partout. Donc, eux autres, j'ai l'impression qu'ils gèrent des magasins tigres géants. Ils sont comme... j'ai l'impression qu'ils ont acheté c'est comme des franchisés de tigres géants. C'est ce que j'ai compris. Parce que les tigres géants, il y en a partout, là. Des territoires du Nord-Ouest, dans le nord du BC, dans le nord de l'Alberta. Là, ils ont plusieurs marques, eux autres. North Mart. Ils ont des magasins en Alaska. Ils ont des magasins partout. Il y a même des magasins des Caraïbes. À Hawaï, ils ont des magasins. Dans les îles, à Barbade. Jay, je pense que c'est déjà là à Barbados. Ils ont des. On connaît Barbados. Barbados. C'est plus Barbados. Ils ont des magasins des Caraïbes. Son nom, c'est Barbada des Barbades. Oui, c'est vrai, c'est Barbados. C'est son vrai nom. Ah, c'est son vrai nom. Ouais. Ils sont partout. Ils ont plein de brands. Ils sont partout aussi. Ils ont plein de brands de magasins. Il y a besoin des Right Way ou des brands qu'on ne connaît pas, mais c'est des magasins de campagne ou des magasins éloignés dans des communautés. Parce que sont intelligents, en fait, ces magasins-là dont tu parles, parce qu'ils se positionnent toujours dans des endroits où ils vont être sont la ressource pour tous. Là. Exactement. C'est comme un genre de magasin général. Dollar General aux États-Unis, c'est ça. Ils se mettent toujours. Un Dollar General, là, tu tournes le coin, tu arrives en campagne. Chris, il y a un Dollar General sur le coin du rang. C'est toujours le même. Jeff, tu es d'accord? Le Dollar General est tout le temps perdu au milieu de nulle part, en général. Exact. Puis ces magasins-là font la même affaire au Canada. Donc je fais le lien, on dit tigre géant qui font faire la livraison de patente et je fais le lien. Vous irez voir le graphique de NWC. Est-ce que tu as parlé de. Spécial. Est-ce que tu as parlé du trip d'hier de boules? Boules. Vive les boules. Moi, j'aime les boules. Avant, on m'appelait le Robin des boules. Les boules, oui. Mais là, c'est BUL. BULL. Le code, c'est BULL? Yes. C'est Webull Corporation? Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Quand même pris... quand même monté pas mal hier. Là. Il a pris 374%. Ouais, il a même pris, on me dit ici sur Business Insider, Webull stock soars 500% after going public. 500%? C'est boire. La bourse est mauvaise? La madame qui braille, as-tu mis un petit 1000 dans Webull hier? Hein? La madame qui braille, ma retraite, Donald Trump. Ben, son petit 1000, il aurait fait du 500%, son petit 1000 piastres. Là. Mais il faut que je check dans quel domaine ils sont. Les autres, je ne sais pas dans quoi ils sont. Je vais fouiller ça. Tu vas fouiller ça, tu vas faire ça demain dans le boursicotage? On va boursicoter avec ça demain. Parfait. Garanti. Good. J'ai pas boursicoter vite de même, vite. Le commerce Chine-États-Unis, on sait comment qu'est-ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine présentement, la guerre commerciale, bing, bang. Là, les Chinois, juste une petite affaire, excuse Jerry. Webull, là, on parlait de Robin Hood ou c'est un genre de Robin Hood. C'est un Robin Hood. Ah, c'est un Robin Hood, OK. Oui. C'est ça. Okay. C'est une application style Robin Hood. Christophe, il a ouvert, c'est ça, il a varié pas mal. Mais je pense que c'est un SPAC, ça. Oui, c'est un SPAC, hein? Oui. Voilà. Donc, lui, le SPAC, c'est une compagnie listée en bourse. Avec quelque chose? Non, c'est comme une coquille vide listée en bourse. Là, il y a un merge qui se fait, puis bang! Il rentre dedans. Voilà, donc c'est un SPAC. C'est ça. Voilà. Et là, l'histoire. Et là, la Chine, puis moi, la Chine, j'ai une idée. Là. Ben, juste dire, avant... Tu lui pognes la tête, tu lui calisses après le mur, puis t'es squeeze. Ouais, ça, c'est Kevin O'Leary qui dit ça. Non, moi, cette image-là est dans ma tête pour toujours. Non, c'est le temps de faire là. Ils ont besoin de nous autres. Dans 5, 10, 15, 20 ans, il va être trop tard. Là, t'es crisses au mur, tu lui pognes la tête, t'es squeeze. Moi, je sais, je me suis fait faire ça à l'école par Oreille Martel.
Je l'appelais Oreille, parce qu'il avait des grandes oreilles, mais son nom, c'était Aurel. Et Oreille, il m'avait sorti dehors du cours sur un mur de briques au séminaire. Et il m'avait collissé sur le mur avec la tête, puis il m'avait squeezé la tête. Tu sais que tu as le derrière de la tête qui te squeeze sa brique, là. Et j'avais conté cette histoire-là à Radio X dans le temps que je faisais le matin, en 2000-2001. Et qui arrive dans la fenêtre du studio 1 heure plus tard? Oreille Martel. Qui s'en souvenait très bien, qui était venu me saluer, puis il était content. Il dit « Ah, je t'écoute à toi matin. » Ben, j'ai dit « Chris, rappelle-toi. » Il dit « Oh oui, bonhomme, il se rappelle très, très bien. T'avais collissé dans le mur. » Donc, c'est ça que Kevin O'Leary veut faire avec les Chinois. Là, les Chinois, ils ont suspendu ce matin toute réception d'avions. Donc, les compagnies d'aviation chinoises, ils ne reçoivent plus aucun Boeing depuis ce matin. Capoté, là. Et des pièces. Et les pièces. Ouais, mais les pièces, ils vont les faire passer par ailleurs. Ben oui, c'est ça. C'est sûr, les pièces, c'est une perte de temps, là, tant qu'à moi. Les avions, là, ça le cause du trouble en Sacrament, là, parce qu'il y avait de la growth de prévu dans les compagnies aériennes chinoises en Sacrament. Mais ça ne durera pas longtemps. Polymarket dit que il y a 50% des chances que le 1er juin, les histoires de tarifs avec la Chine, c'est réglé. Ben, ça ne peut pas durer probablement pour la Chine. Puis pour tout le monde. Pour les États-Unis aussi. Pour tout le monde. C'est ça. Ça ne peut pas durer. C'est juste que, à un moment donné, ça va être pardon, mon oncle. Puis là, à partir de maintenant, on fait les règles. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Mais c'est drôle, pareil, d'entendre Obama nous faire une entrevue pendant qu'il est président et qui nous dit exactement ce que Trump est en train de faire. Ça, c'est capoté, là. Mais lui, il ne l'a juste pas fait. Il l'a juste dit dans une entrevue pour avoir l'air intéressant. Mais il ne l'a pas fait. Mais il savait que c'était à un moment donné la chose à faire. Puis pas rien qu'avec la Chine, il parle du Japon dans cette entrevue-là. Il dit, on ne peut pas laisser les Japonais nous vendre tous leurs chars, puis nous autres pas être capables de vendre une crise de char au Japon. Mais oui. C'est juste qu'ils disaient tout, et ils ne l'ont pas fait. Ben, il n'était pas willing pour faire la job sale. C'est ça. Ça prend un cowboy pour le faire. C'est ça. Il faut que tu sois un cowboy, là. Faut que tu sois un gars qui a fait ça toute sa vie, là. Obama, c'est un gars qui faisait de la peinture. C'était un peintre dans des centres communautaires, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis Trump, c'est un genre de mobster de New York, là. Ben, c'est un gars qui gérait l'immobilier avec la mafia italienne, là. C'est ça. Il en a vu d'autres. Pas dans le mob, là, mais... Tu penses toujours même pas que Trump s'est pas fait mettre la tête après le mur à un moment donné par la mafia italienne? Par un genre de Oreille Martel? Ben oui, Oreille Martel, ben mais oui. avec des frères, des brothers pas trop fins qui étaient dans Sopranos. Ça a dû soigner pas mal, là. Donc, il en a vu d'autres. On comprend? La Chine. China. Il faut le frotter à la tête. Le frotter à la tête. Il faut le frotter à la tête. Je vais te donner une petite affaire. Ouais, mais t'as vu, avant, la Chine, t'as vu la petite gang de têteux, là? La gang de Olimel, puis la gang de ci, là. Hey, là, les tarifs de la Chine, on a peur, là, on a peur. C'est que pensez qu'Olimel veut, vous autres? Ils veulent de l'argent, c'est quoi qu'ils veulent quand ils font ça? Les Chinois prendront plus nos porcs parce que les Chinois, ils aiment manger les culs de porc, eux autres. Les autres, ils mangent les anus de porc. Ils mangent tout, là. Le porc, tout se mange dans le porc. Mais ils adorent l'anus de porc. Oui. C'est des mangeurs d'anus. Plus de boîtes avec Jerry et Jay the Pilot dans la version Prime. Il y a une petite boîte. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.